Le Gabon est un pays aux multiples visages où chaque province incarne une identité unique. De l'estuaire à la Nyanga, en passant par le Haut-Ogooué et le Wellington, découvrez les trésors cachés du pays. Au cœur de l'Afrique centrale, bordé par l'océan Atlantique, le Gabon est un pays aux 1000 facettes qui compte 9 provinces. Entre modernité et tradition, il conjugue une biodiversité exceptionnelle, des ressources naturelles abondantes et une identité culturelle forte. Le Gabon, c'est 88% de forêts tropicales, un sanctuaire pour la faune et la flore. Avec 13 parcs nationaux, il est un modèle en matière de préservation environnementale. Ici, éléphants, panthères et gorilles cohabitent dans un décor naturel intact. Avec une superficie de 267 667 km², d'une population d'environ 2,3 millions d'habitants, dont la capitale est Libreville, le Gabon repose sur un sous-sol regorgeant des trésors tels que le pétrole, principal moteur économique avec d'importantes réserves offshore, le manganèse, premier producteur mondial, l'or, le fer, l'uranium, les bois précieux, une richesse à valoriser durablement. Avec une politique axée sur la diversification économique, le Gabon investit dans l'industrie, l'agriculture et le numérique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Le Gabon, c'est un melting pot ethnique où les Fon, Miene, Punu, Nzebi, Obamba, Teke et bien d'autres cohabitent dans une harmonie ancestrale. Le Bouti et les rites initiatiques, un héritage spirituel profond. La musique et la danse, une harpe traditionnelle vette, rythme envoûtant d'une jobi. La gastronomie, des saveurs exquises entre mets forestiers et fruits de mer. Donc là, ça c'est le doté Ditouka, d'une stabilité originaire de politique relative, d'infrastructures hein. en pleine modernisation et d'une jeunesse dynamique, le Gabon ambitionne de devenir un hub régional en Afrique centrale. Ayant pour objectif l'éducation de qualité, l'industrialisation, le tourisme vert et l'émergence d'une économie durable. Se basant pour défi, lutter contre les inégalités, moderniser l'administration et booster l'entrepreneuriat local. Le Gabon, c'est bien plus qu'un pays, c'est une terre d'opportunités, une fierté africaine, un avenir en construction. Gabonais, en avant, pour la patrie ou la mort, nous vaincrons, un Gabon fort, un destin en nos mains pour l'Afrique libre, ensemble nous marcherons. Ensemble nous marcherons. Les patriotes gabonais sont un mouvement de jeunes gabonais désireux de reprendre en main la politique de leur pays et en proclamant que c'est maintenant le temps de la jeunesse. À travers cet échange national, nous mettons en lumière les difficultés de nos provinces et les mauvaises conditions de vie des Gabonais de la diaspora, tout en proposant des pistes, des solutions. Venons et découvrons Longouné. Longouné, berceau culturel. Longouné, avec pour capitale Nwila, a une superficie de 37 700 km². Avec une population de 160 000 habitants, elle compte majoritairement les ethnies Punu et Nzebi. Nwila dispose de plusieurs richesses, notamment l'or, l'agriculture, les VA, le café, le cacao et les vastes forêts. Nwila, ville de lumière, est un bassin culturel Punu. Riche en traditions et sites naturels, elle possède une agriculture immense. Terre de traditions spirituelles et des danses sacrées, la forêt luxuriante fait vibrer les âmes, la terre des cultures ancestrales et des rites initiatiques. Longouné, séduit par des paysages verdoyants et sa richesse spirituelle, ici,
Les traditions s'entrelacent avec une nature généreuse. Patriotes gabonais, en avant, pour la patrie ou la mort, nous vaincrons, nous vaincrons. Un Gabon fort, un destin en nos mains pour l'Afrique libre. Ensemble nous marcherons, ensemble nous marcherons. Nos chaleureuses salutations à toute l'audience, tous nos téléspectateurs, quelle que soit votre position géographique à l'échelle internationale ou nationale. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 4e épisode de l'échange national organisé par les patriotes gabonais. Nous rappelons le thème de notre échange. C'est un échange combiné déjà parce que nous avons et la province du Moyen-Ogooué et la province de Langounié en ce live particulier. Le thème, bien sûr, c'est Ngounié, Ngounié, Mater, Mater, qui pour te redonner ton éclat. Question assez intrigante, c'est la raison pour laquelle nous avons la présence d'éminents intervenants qui sont prêts à mettre sur la table les dossiers par lesquels nos différentes provinces passent et apporter aussi la lumière sur des possibilités de solutions. Nous avons donc en ce live particulièrement un éminent maître Ikwara qui est passionné par la patrie qu'est le Gabon. Un autre intervenant de taille, M. Ella Landry Mbelemba, qui s'est préparé exclusivement pour la province du Moyen-Ogooué, et M. Mukula Henry, qui a en fait les portes de la province de Langounié. Donc, il va simplement se charger et tous ensemble, bien sûr, avec les autres intervenants, de nous éclairer davantage sur les possibilités de faire sortir donc nos différentes provinces de peut-être de l'état dans lequel elles se trouvent. Je vais donc là déjà m'adresser rapidement à Monsieur Mukula Henry. Lorsqu'on écoute ce thème, il est un peu intriguant. Ngounié, Ngounié, Mater, Mater, qui pour te redonner ton éclat. Quel est donc déjà l'état de la province de Langounié de façon générale qu'on peut faire à chaud lorsqu'on écoute cela, lorsqu'on dit redonner ton éclat, c'est-à-dire que peut-être l'éclat avait été perdu? Déjà, bonsoir à tout le monde. Merci encore pour cette tribune d'où chacun peut essayer de parler non seulement des réalités du Gabon, mais aussi des réalités de nos provinces respectives. Ngounié, Ngounié, Mater, Mater, qui pour te redonner ton éclat. Déjà, Ngounié, 4e province du Gabon, qui a pour chef-lieu Mouila. Ngounié est une belle province par sa culture, mais aussi par sa biodiversité. Ngounié étant la 4e province du Gabon, mais regorge également beaucoup de richesses. Et actuellement, vous arrivez dans la province de Langounié,
précisément dans son chef-lieu, qui est plus ou moins la vitrine, l'image même de cette province, nous sommes toujours dans un état de sous-développement, malgré le fait que certains sites pétroliers sont plus ou moins postés dans la province de Langounié. Mais hormis ça, il y a beaucoup d'autres richesses que l'on exploite à Langounié de façon illicite, de façon officielle, mais aussi de façon officieuse, parce que on a, par exemple, le cas de l'exploitation de l'or. L'or se fait exploiter dans cette province, mais malheureusement, malgré tout ce que Langounié donne comme ressources naturelles et ressources culturelles, Langounié ne reçoit pas en retour. Langounié, l'hôpital de Mouila ne fonctionne pas. Langounié, l'hôpital, pour se faire soigner dans la province de Langounié, si on ne va pas à Bongolo, qui est pratiquement qui est aussi, on va dire quoi, un département dans le Tibouano, département de Lebamba, il faudrait aller à des centaines de kilomètres pour se faire soigner l'hôpital qui est censé être l'hôpital régional de la province de Langounié, donc l'hôpital de Mouila. C'est justement peut-être sur ces points que nous allons rebondir, M. Moukoula Henri, en passant la parole rapidement au maître Ikwara sur effectivement la position de l'hôpital de Bongolo dans la province de Langounié, un hôpital quand même à caractère extravagant. On connaît l'histoire de cet hôpital, on reçoit beaucoup de critiques un peu de certains patients et tout le reste. Est-ce que vous pensez, maître Ikwara, que l'hôpital de Bongolo a encore sa place et peut accueillir un bon nombre de patients, ou faudrait-il peut-être restructurer l'offre sanitaire dans la province de Langounié? D'accord. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Donc, pour commencer sur ce que M. Moukoula Henri disait à propos des richesses, il a soulevé l'or, d'accord. Quand on voit les richesses que nous sommes, il n'y a pas d'infrastructure adaptée, appropriée pour l'exploitation de ces ressources-là, pour commencer. Donc, maintenant, nous avons des infrastructures qui ne sont pas adéquates. Les routes qui n'étaient pas adaptées, d'accord. Bon, maintenant, quand on prend le cas de l'hôpital, par exemple, de Bongolo, c'était dans la province, on va dire, l'hôpital par excellence qui pouvait accueillir et qui avait des équipements de pointe sur le plan médical. Donc maintenant, je pense qu'il y a l'hôpital de Moula aussi. Je pense qu'à Moula aussi, je pense qu'il y a deux hôpitaux qui rentrent en critères. Oui, pardon. Est-ce que, maître Ikwara, ce serait suffisant de s'asseoir sur ces deux structures hospitalières qui sont là dans la province, alors que nous avons d'autres localités, à Fougamou, Ndende, où nous avons des patients qui sont obligés de se déplacer pour aller dans de grandes localités telles que Mouila et Bongolo, alors qu'on sait que même en pleine route, un patient peut facilement s'évanouir et peut-être avoir des problèmes plus sérieux? Donc, il faut tout d'abord savoir que dans toutes ces localités, dans ces villes, il y a des hôpitaux, il y a des hôpitaux et il y a des dispensaires. Quand on prend le cas, excusez-moi, il y a un peu de bruit. Donc, je disais, il y a des hôpitaux dans toutes ces villes, d'accord, et il y a des dispensaires aussi. Maintenant, si c'est pour des grandes opérations, par exemple des interventions chirurgicales, je pense que Bongolo est adapté pour ce genre d'opération. Et Mouila aussi, je pense qu'il y a ces structures-là où il y a des grands médecins. Je veux sursoir pour le moment. D'accord, maître Ikwara. Je pense qu'en restant dans l'optique de ces interrogations, nous allons nous pencher du côté de monsieur Mbelemba, qui est donc ici chargé de nous éclairer sur la province du Moyen-Ogooué. Concernant donc déjà ces structures hospitalières, et parce qu'il y a deux points majeurs qui ont été soulignés ici, nous avons donc un éminent hôpital à Lambaréné, l'hôpital Schweitzer, qui est là enraciné pendant plusieurs années. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de cet hôpital et de son apport dans la province du Moyen-Ogooué de façon générale? Bonsoir tout le monde.
Ah, merci pour la parole et tout. Tout d'abord, moi je suis très très critique envers le docteur Albert Schweitzer par rapport à son apport dans la province du Moyen-Ogooué. Parce que quand vous arrivez à l'hôpital Albert Schweitzer, vous allez trouver des maladies qui n'existent nulle part au Gabon. C'est-à-dire c'est seulement au niveau de l'Albert Schweitzer. Et l'état auquel l'hôpital est aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. On trouve encore des personnes qui ont la peste, on trouve encore des maladies. Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je sollicite vraiment que les autorités essayent de regarder un peu ce qui se passe là. Parce que l'hôpital Abel Choiseul, c'est un patrimoine national. Je pourrais même dire international. Parce que le docteur Abel Choiseul, c'est le seul prix Nobel au niveau de l'Afrique centrale. Donc, abandonner cet hôpital, on retrouve aussi ses œuvres, ses livres, ses tableaux. Abandonner cet hôpital, on peut faire beaucoup plus avec ça. On peut beaucoup en tirer aussi. Donc, c'est un peu ça mon intervention. L'hôpital est vraiment dans un état désagréable. Les patients sont, je sais pas comment. C'est vraiment, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie là-bas. Donc, L'anarchie, Monsieur Mbelemba, qui pourrait peut-être laisser une image négative sur la province du Moyen-Ogooué. Mais qu'en est-il alors, comme nos deux intervenants de Langounier ont spécifié des richesses quand même naturelles au sein de la terre de Langounier, mais quel est donc ce parallèle-là qu'on peut faire au niveau du Moyen-Ogooué? Quelles sont donc ces ressources naturelles dans le Moyen-Ogooué qui pourrait propulser cette province vers l'avant? bon, au niveau des ressources naturelles, dans le Moyen-Ogooué, d'abord, c'est un peu comme le frère il parlait un peu par rapport à Angouni. Il y a il y a des minéraux qui sont exploités de façon officielle, d'autres de façon non officielle. Par exemple, au journal, dernièrement, on a vu de l'or qui a été saisi avec des Béninois et tout. Cet or provenait du Moyen-Ogooué et de l'Ogooué-Vino. Donc, il y a d'abord le manganèse que les Chinois exploitent là-bas. Il y a le bois que les Chinois exploitent là-bas. Il y a aussi l'or que les Chinois, les Béninois, les Camerounais, les Maliens, ils exploitent là-bas. Mais d'un autre côté aussi, il y a un gisement sur lequel je voudrais attirer l'attention d'un peu beaucoup de gens parce que le Moyen-Ogooué, je dirais, c'est la province la plus stratégique du Gabon parce qu'elle est au centre. À partir du Moyen-Ogooué, vous avez accès aux trois quarts des autres provinces. Vous partez dans le nord, vous partez dans le sud-est, le sud, vous partez au sud-est aussi, vous pouvez aussi arriver à l'Estua. Il y a un gisement à 50 km de Lambaréné, un gisement polymétallique. Aujourd'hui, on parle de transition énergétique avec l'abandon on peut ça comme l'abandon du pétrole, des énergies fossiles. On parle maintenant de transition énergétique parce qu'on parle maintenant avec les batteries en lithium. Donc, au niveau du Moyen-Ogooué, plus précisément à 50 km de Lambaréné, il y a un gisement qu'on appelle le gisement de Mabounier. C'est un gisement exceptionnel. On parle de scandale géologique parce qu'on retrouve une vingtaine d'éléments de valeur. On a, par exemple, là-bas, on a le deuxième gisement de niobium le plus grand au monde, le plus vaste. Après, vous avez encore des terres rares. Et quand on parle il y a Iramed qui a fait la faisabilité, ils ont fait, bon, s'il y a des économistes, ils pourront expliquer un peu, ils ont fait des études de faisabilité. Et le taux de rendement interne était évalué de 18 à 19%. Donc, quand on fait un taux de rendement interne, pour essayer un peu de débriefer un peu rapidement, quand on fait un taux de rendement interne, ce qui est déjà 11%, il est déjà positif, c'est que le projet est fiable. Là, on parle de 18 à 19%. C'est un gisement qui rapporterait énormément d'argent au Gabon. Mais c'est une technique. Qui rapporterait énormément d'argent au Gabon, mais pensez-vous que le Gabon serait prêt à mener de tels investissements? Et si oui, est-ce que ce serait un investissement direct de l'État ou peut-être avec des partenaires, quand bien même on sait que nous devons maintenant passer à une souveraineté industrielle et même dans la production? D'accord. Ce que je voudrais dire, je voudrais pas seulement attirer l'attention du gouvernement, mais aussi des populations. Je vais prendre l'exemple de ce qui se passe dans le Goué-Vino. Le Goué-Vino,
on a plus la main-d'œuvre. C'est plus la main-d'œuvre qu'on voit. On ne doit pas s'évertuer à toujours être la main-d'œuvre. On ne doit pas toujours être la main-d'œuvre dans ce qu'on veut, ce qui nous appartient. Je ne sais pas si je me comprends. Le Gabon perd énormément. Pourquoi? Parce que non seulement on n'a pas la technologie pour exploiter nos minéraux, mais on n'a pas aussi le matériel. Et de ce quoi, on n'a pas aussi les personnes qualifiées pour faire ce genre de technologie. Parce que quand on parle de terre rare, de niobium, il n'y a que la Chine qui maîtrise toutes les chaînes de production. Même les Européens, ils vont en Chine. Et Eramet avait le gisement. Ils ont dû céder le gisement à l'État gabonais parce qu'ils n'ont pas la technologie adéquate pour exploiter le gisement. Demain, une entreprise chinoise va venir exploiter le gisement. Les Gabonais vont s'évertuer à dire qu'ils n'ont pas l'emploi. Il faut que les Gabonais se forment. On doit se former. Là où je peux demander à l'État, c'est de faire un peu comme Ali Bongo a fait dans le Haut-Togo. Il a créé l'école de mine. On peut créer une école. Ce que moi je propose, c'est créer une école d'abord comme l'école de mine au niveau du Moyen-Ogo, parce que le Moyen-Ogo, c'est S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pas pour vous couper, désolé, d'accord. C'est très bien ce que vous êtes en train de dire, mais quand on parle des contrats miniers, d'accord, excusez-moi de vous couper la parole, quand on parle des contrats miniers, tous les contrats miniers, c'est-à-dire que la main-d'œuvre, quand on parle de main-d'œuvre, il y a la main-d'œuvre locale d'abord. La main-d'œuvre locale, c'est-à-dire que ce sont les autochtones d'abord qui sont privilégiés pour le travail. Et en termes de compétences, ceux qui sont qualifiés, qui ont des diplômes ou bien qui répondent aux caractéristiques demandées pour créer des grands postes, ils ont ces postes-là, d'accord. Et il y a ce qu'on appelle les collectivités locales. Donc, c'est-à-dire qu'après ces exploitations-là, c'est-à-dire que si le gouvernement n'a pas la possibilité de financer, l'État, par exemple, peut prendre comme EDF, et quand ils arrivent, par exemple, si c'est pour les mines, c'est-à-dire que c'est le pétrole ou bien l'or, ils arrivent, ils implantent. C'est-à-dire que toutes les premières dépenses, d'accord, pour l'installation des machines et autres, ils seront à leurs frais. Et par la suite, ils vont récupérer, pendant la production, ils vont récupérer ce qu'ils auront dépensé. Et après, ils pourront faire le partage équitable avec l'État. Et maintenant, ces équipements pourront rester pour l'État, d'accord, et pourront rester pour l'État, autant pour moi. Et par la suite, les autochtones pourront travailler là-bas. Donc, ce sont des richesses qui vont rester à l'État, qui vont profiter à l'État et aux populations aussi. Et après aussi, par exemple, après la production, après l'exploration, d'accord, il y a un système, il y a un budget qui est mis en place pour cela, en fait. Donc, il ne faut pas dire qu'il faut tout demander à l'État, d'accord. Il y a des gens qui sont formés pour cela aussi. Donc, quand vous prenez un sujet assez sensible, essayez un peu de plus vous documenter là-dessus. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, monsieur Ikwara. Et quand même, nous avons un modérateur pour redistribuer la parole. Le temps quand même que monsieur Mbelemba allait terminer ses propos, vous aurez pu renchérir, il n'y a pas de souci. Donc, je crois que monsieur Mbelemba a quelque chose à ajouter avant que je ne redistribue la parole ou pas. Ouais, je voulais ajouter quelque chose. J'ai divisé la part de responsabilité en deux. J'ai dit d'un côté, il y a l'État gabonais et d'un autre côté, il y a les populations. Du côté de l'État gabonais, c'est quelles sont leurs responsabilités? Ce que je suis en train de dire, c'est on a une économie de rente, c'est-à-dire on vend nos matières premières, on ne transforme rien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un gisement, on n'a pas la technologie. On n'a pas la technologie pour exploiter nos minéraux. Et comme je disais par rapport aux histoires de terre rare, de métaux rares, c'est la Chine qui possède toutes les transformations, toutes les raffineries, c'est en Chine. Même les Européens, les Américains, ils vont en Chine. Donc, demain, après-demain, l'État gabonais va signer un partenariat. Parce que c'était avec un Eramet. Eramet a dû recéder ça à l'État gabonais parce qu'ils n'ont pas la technologie, ils n'ont pas l'expertise pour exploiter ce gisement. Donc, il y a deux choses qui vont arriver. La première, c'est quoi? Il y a le matériel. La deuxième, c'est au niveau de l'expertise. Les Chinois, quand ils vont venir avec leur gens. Moi, ce que je suis en train de dire maintenant, au niveau de la part de la population, c'est quoi? C'est la formation. Se former en fonction de ce qu'on a localement. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous des sciences jusqu'au nord. La souveraineté d'un État, c'est ça, sa capacité. Ok, merci monsieur Mbelemba. Je pense que nous avons un petit souci technique du côté de son intervention. Je vais alors
m'appuyer sur le point de la formation qu'il mentionnait, M. Moukoula Henri. On peut voir que côté formation, c'est quelque chose, bien sûr, qui est récurrent au sein des 9 provinces et même dans la diaspora. Ce souci de se former afin d'atteindre quand même une excellence assez particulière pour relever les défis du pays. Que pensez-vous donc du contexte de la formation au niveau de Langounier, par exemple au niveau de Mouila, où nous avons eu un projet quand même, ça fait plusieurs années, plus de 15 ans, un projet qu'on voulait amener à Mouila pour la construction d'une université qui devait émanciper, du moins aider l'émancipation des différents artistes, etc. Jusqu'à présent, peut-être nous n'avons pas eu de développement concret de ce projet, mais dernièrement, nous avons quand même vu les autorités sur le terrain. Est-ce que vous n'avez donc pas un mot à dire par rapport à cet aspect de la formation dans Langounier? Bon, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de mots à dire concernant la formation dans Langounier. Le problème, c'est que j'ai envie de répondre à cette question sur 2 volets. D'abord, à repenser à la formation au niveau du Gabon, c'est-à-dire pour qu'il y ait une adéquation formation-emploi. Et l'autre volet, c'est, vous avez mentionné tout à l'heure, c'est celui de l'université dans la province de Langounier, précisément dans la ville de Mouila. Ce projet date de, je crois, de plus de 20 ans aujourd'hui, et ce projet n'a jamais vu le jour. Ce projet peut être un projet très stratégique pour les provinces du Moyen-Ogooué, de Langounier et de la Nyanga. Une université à Mouila permettra aux populations, du moins aux apprenants, aux diplômés de la Nyanga, de ne plus se retrouver à Libreville. Aux diplômés du Moyen-Ogooué, de ne plus aller sur Libreville. De directement, après l'obtention de leur baccalauréat, faire, je crois, 2 ou 3 heures de route, ceux qui sont dans la province du Moyen-Ogooué, vers la province de Langounier. Et ceux de la Nyanga, la même chose. Mais le problème, c'est que notre pays souffre de ce que l'on appelle des flops, permettez-moi l'expression. Je me suis rendu moi-même sur le site de l'université de Mouila. Jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de terrassement. On parle toujours de terrassement. La pose de la première pierre a été faite par le président de CHU. On a eu une seconde pose de première pierre, lancement des travaux. On est toujours sur le terrassement. Et c'est un problème assez crucial parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés au problème des effectifs pléthoriques parce que à l'université Omar Bongo, parce que toutes les 9 provinces se concentrent à Libreville et n'ont pas d'autres issues. Ceux qui ne gagnent pas des concours, par exemple pour les écoles normales, vont à l'UOB. Et ceux qui vont à l'université Omar Bongo, je ne vous mens pas, sur un cursus de 3 ans, vous étiez 5000 au départ, c'est 1400 qui vont terminer le cursus de 3 ans. C'est vraiment un problème qu'il faut essayer de remédier parce que rien ne va. Merci. Rien ne va, Monsieur Ikwara, à l'écoute de nos compatriotes, non pas seulement Monsieur Moukoula Henri, mais plusieurs autres. Comment faudrait-il alors restructurer ce problème de formation-là? Déjà est le premier volet de ma question, mais aussi il a mentionné un point très essentiel, qu'il n'y aurait plus d'émigration, encore de déplacement de la province de Langounier vers les autres localités, notamment Libreville, pour poursuivre ses études. Donc, ça fait déjà allusion au côté tourisme. Donc, nous rappelons le sujet. Nous sommes donc sur le thème Ngounié, Mater, qui pour te redonner ton éclat, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre sur le plateau. Donc, Monsieur Ikwara, que pensez-vous donc de la restructuration de l'éducation dans la province de Langounier et même au Gabon généralement, et de l'aspect tourisme de la province de Langounier? D'accord. Cher modérateur, je vous remercie tout d'abord de m'accorder la parole. D'accord. Avant de répondre à vos questions, j'aimerais souligner les dires de M. Mbela.
quand il parlait qu'il n'y a que la Chine en termes en termes de- oui, en termes Petit souci technique, on dirait. Un petit souci technique, nous allons alors progresser le temps que M. Ikwara revienne. Effectivement, donc dans la province de Langounier, vous avez mentionné dès votre entrée de jeu, M. Mukula, que nous avons pour chef-lieu Mouila. Est-ce que faudrait-il baser... Ah, je crois que Maître Ikwara est revenu, il peut rapidement... d'accord. Donc, comme je disais, hormis cela aussi, nous avons nous avons Dangote aussi, qui fait aussi dans la raffinerie, pour les raffineries du ciment, pétrole aussi. Donc, maintenant, pour revenir à votre question, pour pallier à ce souci, il faudrait qu'il y ait des écoles d'abord. Il faudrait pour la formation, il faudrait qu'il y ait des écoles, des universités. Je pense que le tourisme aussi, il n'y a pas des moyens déjà qui ont été mis en place pour favoriser cela aussi. Nous avons plusieurs parcs touristiques, certes, mais nous n'avons pas des personnes qui sont formées pour cela et des activités mises en place pour faire découvrir ce touriste-là. Je pense que si pour la formation, sur le plan éducatif, je pense pas que je pense que vous êtes je pense pas que vous êtes au Gabon actuellement. Je pense pas que vous êtes au Gabon actuellement. Mais vous avez dû sortir pour aller prolonger vos études à l'étranger. C'est parce que au Gabon, soit ce sont les grèves qui sont intempestives, les calendriers qu'on ne respecte pas, manque d'enseignants qualifiés pour cela, pour certains. Donc, nous avons des effectifs pléthoriques, tels que l'UOB. Donc, maintenant, il faudrait qu'il y ait des personnes qui ont des moyens pour aller dans des centres spécialisés ou bien dans des écoles. Vous voyez que cela déjà freine aussi et un poids pour l'éducation aussi. Donc, pour pallier à ces situations, je pense qu'on devrait, dans les provinces de Langouni ou dans les provinces du Gabon, qu'il devrait avoir des établissements publics, des écoles, des universités, et avec de la main-d'œuvre, on parle des ressources humaines, on parle des enseignants qualifiés pour cela aussi. Et maintenant, pour qu'ils ne sortent pas aussi, c'est-à-dire qu'il faut mettre aussi à disposition les salaires, ils doivent être bien payés dans des conditions aisément. Donc, je pense que c'est un peu cela. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ikwara, pour votre intervention. Alors, je posais déjà là une question à Monsieur Mukula Henri. Est-ce que faudrait-il baser le développement de la province de Langounier sur son chef-lieu Mouila? Parce que les Gabonais se posent la question, pourquoi à Fougamou on n'avance pas? Pourquoi à Ndinde on n'avance pas? Pourquoi à Lebamba on n'avance pas? Mais la majorité des investissements, ça se fait à Mouila. Les Molvillois se posent, peut-être pas les Molvillois, mais ceux de la province de Langounier se disent non, nous dans les autres localités, nous sommes délaissés. À ce niveau, qu'est-ce que vous pouvez répondre concrètement? Bon, déjà, il faudrait rappeler que la province de Langounier est l'une des rares provinces du Gabon qui a quand même essayé de diversifier certaines choses. Sur le plan éducation, Langounier sur chaque département de Langounier, il existe un lycée public. Sur chaque département, sur chaque ville de Langounier, il existe un lycée public. Et Langounier est l'une des rares provinces au Gabon dont on retrouve 3 lycées techniques. Un à Fougamou, un à Mouila et un à Lebamba. Déjà, à ce niveau, de dire que tout est concentré sur Mouila, je ne suis pas très d'accord. Je ne suis pas d'accord sur ce point parce qu'aujourd'hui, on est peut-être instrumentalisé par des hommes politiques. Les politiques de Langounier vont peut-être les hommes politiques de Fougamou vont peut-être se plaindre que les hommes politiques de Langounier nous briment, alors que je crois que Langounier essaie de faire la part des choses. Mais Monsieur Mukula Henri, brimé par rapport à quoi? Est-ce que c'est un homme politique qui va brimer notre homme politique? Et pourquoi ce brimage-là alors? Oui, monsieur le modérateur, vous êtes sans ignorer qu'il y a certains projets qui devraient certainement être pour
toute la province de Langounier, mais qui ont été détournés au détriment d'une simple ville, d'un simple département. Vous faites peut-être mention des 7 milliards qui ont été partagés inégalement. Bon, les 7 milliards, ça c'est récemment. Hormis les 7 milliards, il y a eu des détournements des projets de toute la province qui ont été répartis dans une simple communauté, dans une simple ville ou sur place à la commune de Mouila. Aujourd'hui, le développement, pour moi, le développement de la province de Langounier ne doit pas forcément être axé sur Mouila, sur 50% des cas, mais sur les autres 50%, c'est normal, parce que Mouila, c'est la vitrine de la province de Langounier. Et tout à l'heure, on parlait du touriste, mais Langounier est riche en patrimoine touristique sur pratiquement, nous avons 9 départements à Langounier, et dans ces 9 départements, il existe des sites touristiques dans chacun des départements. Donc, dire que la province de Langounier base son développement seulement sur Mouila, entre nous qui sommes nés et grandis nous qui sommes nés et grandis à Mouila, nous n'avons pas vu l'évolution fulgurante que les autres ressortissants de la province de Langounier font mention. Parce que Mouila n'a pratiquement pas changé, si ce n'est que les kilomètres de béton qui ont été ajoutés de 2023 à 2024. C'est alors la question que les Gabonais se posent avant de passer la parole dans quelques instants à M. Mbelemba. Lorsqu'on pose la question qui pour relever la province de Langounier, est-ce que la jeunesse aurait donc sa place, vu que vous faites mention des hommes politiques qui sont dans des discussions de quartier, etc., mais qui serait donc apte à relever le défi pour rehausser le niveau donc de la province de Langounier? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la population gabonaise est représentée à 60% par sa jeunesse. Et à un moment donné, la jeunesse doit prendre ses responsabilités, notamment celle de Langounier. La classe politique doit se renouveler. C'est le cas dans plusieurs pays de la sous-région et plusieurs pays internationaux. La classe politique doit se renouveler. Qui pourrait donner à Langounier son éclat? Mais ce n'est personne d'autre que sa jeunesse. C'est nous, la jeunesse, qui devrons désormais prendre le relais où nos aînés se sont arrêtés. Nous devons prendre le relais pour continuer et faire mieux que ce que les aînés nous ont proposé, ce que les papas nous ont proposé, ce que nos parents, nos grands-parents nous ont proposé depuis plus de 50 ans. C'est la jeunesse qui doit se lever et prendre ses responsabilités et de rebâtir cette ville, cette province qui est la nôtre. La jeunesse de Fougamou doit se lever comme un seul homme. La jeunesse de Mandji doit se lever comme un seul homme. La jeunesse de Mimongo, la même chose. De Lebamba, de Bigou, de Mouila, de Saint-Martin des Apindji. Toute cette jeunesse-là de Langounier doit se lever comme un seul homme pour dire que ça suffit. C'est le moment que nous devons rentrer en scène et prendre la responsabilité de redonner à Langounier son éclat. Nous sommes un seul peuple. Bien sûr qu'avec beaucoup de culture, mais nous sommes un seul peuple. Le peuple de Langounier, c'est un peuple rempli non seulement d'ambition, et aussi des bonnes idées. Je crois que si on s'assoit et que l'on réfléchisse ensemble, si on fait taire nos égos, mais aussi notre façon d'être égoïste envers l'autre, envers une localité, je crois qu'en un claquement de doigts, si la jeunesse se mobilise, Mouila et Langounier tout entier va retrouver son éclat. Et seulement si la jeunesse se mobilise, et je crois que M. Smith 9 Route rejoint au propos dans ses commentaires à la dernière phrase. Il dit pour que les choses changent, il est essentiel de redonner aux jeunes la capacité de rêver. Donc avant de passer la parole à M. Mbelemba, j'aimerais poser cette question au maître Ikwara. Il faut que la jeunesse se lève, mais on a un fléau, et ce n'est pas le seul, mais le plus récurrent, qui est communément appelé le kunabélisme ou encore le clientélisme politique qui mine, n'est-ce pas, la société gabonaise et en particulier ceux de Langounier. Comment la jeunesse pourrait-elle donc se lever en brisant donc les chaînes de ce kunabélisme-là qui crée quand même un frein?
Je vous remercie de m'accorder la parole, très cher modérateur, d'accord. Pour sortir de ce frein, donc la jeune d'abord doit se prendre en charge, doit se prendre en main, d'accord. Donc, c'est-à-dire pour sortir du cannabis, c'est-à-dire que cette jeunesse doit avoir les moyens d'abord de se prendre en charge, des activités, c'est-à-dire que le travail d'abord, c'est-à-dire qu'elle doit être autonome. Mais comme vous voyez bien, Langounier, pendant dans les années 80, 70, si je ne m'abuse, je pense que nous avons une société qui fabriquait le riz, j'ai même qui fabriquait le riz, oui, qui produisait le riz autant pour moi, qui produisait le riz, je pense que dans la ville de Chubanga, produisait le riz. Et nous avons plusieurs richesses touristiques. C'est-à-dire que pour que les jeunes doivent, dans un premier temps, ils doivent prendre conscience d'abord. Ils doivent se former d'abord. Et ils doivent revenir aux sources. Parce que quand on les comptabilise, c'est quoi? C'est les 5 000, c'est les 10 000 pendant les meetings. Mais après ces meetings-là, où sont ces jeunes-là? Donc, dans un premier temps, je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, un éveil de conscience pour dire à ces jeunes-là qu'ils méritent mieux. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour cela, pour mériter mieux? Comment se démarquer des autres jeunes? Donc, c'est pas céder à la délinquance, aux alcools. Il y a plusieurs vices qui sont un frein pour ces jeunes-là aussi. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est l'éveil et dans un second temps, c'est l'éducation. L'éducation, c'est pas forcément l'école. Il y a l'éducation politique aussi. Et pour cela, je pense que les aînés aussi devraient être là aussi pour éduquer aussi ces jeunes-là aussi. Parce que pour dire que voilà, ce qui s'est passé dans le temps passé, nous on était là avant vous, on a fait cela, on a supporté des personnes, mais après on a eu des promesses et aucune réalisation aussi. Donc c'est dans cette optique que je pense que pour l'amélioration des jeunes de Langounier, il faudra avoir un éveil de conscience, un retour aux sources et qu'on s'approprie nos valeurs et qu'on arrête avec cet esprit de kunabélisme. Donc j'espère avoir répondu plus ou moins à votre interrogation. Je vous remercie. Merci, Maître Iquara. Une jeunesse qui doit prendre ses responsabilités et aussi vous mentionnons le fait que nous devons revenir aux sources. Nous venons peut-être du côté de M. Mbelemba. Qu'est-ce qu'il penserait alors de ce souci-là, de cette question de revenir aux sources pour les populations du Moyen-Ogooué? Qu'est-ce que cela signifierait pour enclencher un développement réel de cette province, revenir aux sources, oui. Et quel est donc aussi votre point de vue sur la place de la jeunesse dans le Moyen-Ogooué afin de booster les choses dans cette province? Merci encore pour la parole. Excusez-moi, je voudrais d'abord revenir à ce que le frangin disait tout à l'heure, parce qu'il a parlé de la raffinerie de Dangote, ce qui n'a rien à voir avec ce que moi je parlais. J'ai parlé d'un gisement polymétallique de terre rare, c'est-à-dire un gisement où on retrouve une vingtaine d'éléments chimiques. C'est-à-dire avec une pierre, vous trouvez une pierre, et dans cette pierre, vous trouvez du tantane, du titane, l'uranium, et plusieurs autres minéraux. Comment séparer ces minéraux? C'est là où moi j'ai dit, la Chine possède toutes les raffineries et toutes les manières, toutes les technologies d'exploitation de ces minéraux. Il n'y a aucun autre pays, aucune autre société dans ce monde. Les Américains vont en Chine, les Européens vont en Chine pour aller faire les trucs de batteries, de lithium, de finir les productions. Maintenant, pour revenir à ce que vous avez dit, le retour aux sources. Moi, je ne peux que encourager la jeunesse à se former, comme je disais tout à l'heure. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents. Il nous faut une refonte de notre système éducatif adapté à nos besoins locaux. C'est-à-dire, si par exemple, dans l'Angounier, c'est le pétrole, le gaz et l'or, qu'on forme les enfants par rapport à ce qui est sur place. On ne va pas former les enfants les enfants ne vont pas se former à faire le droit, à faire, je sais pas, tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. C'est fini. Moi, pour moi, pas c'est fini parce que on veut les technocrates, les personnes qui vont sur le terrain et les personnes qui font des choses, les personnes qui produisent, qui créent des trucs. On a un domaine maritime de 191 944 km². Le Japon n'a pas de matières premières. Le Japon, c'est la technologie et la mer, la pêche. Nous, on a un domaine maritime vaste comme ça. Qu'est-ce qu'on en fait? On a le poisson, on a le saumon qui est pêché dans nos côtes, amené en Côte d'Ivoire, c'est transformé en Côte d'Ivoire et vendu en France. Donc, moi, je pense qu'il faut que la jeunesse se forme.
Moi, c'est plus sur la formation. Et quand je parle de formation, c'est plus la formation scientifique parce qu'on a un domaine, on a le domaine maritime, comme je disais, 191 944 km², avec 800 km de côte. On a les maths, quand on parle de transition énergétique en France, les Européens, ils n'ont pas les terres rares sur leur continent. Quand ils parlent de transition énergétique, ils comptent sur le Congo, ils comptent sur le Gabon, parce qu'ils savent qu'on a découvert des gisements magnifiques de terres rares dans les pays que j'ai cités. On a le bois, on a les essences de bois qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On a le Kibazingo, on a les VA, on a plusieurs trucs. Donc, pour moi, j'incite la jeunesse à se former. On ne va pas toujours être la main-d'œuvre dans les entreprises qu'on va ouvrir au Gabon. On doit discuter pour être les premières places. Donc, moi, c'est ce que moi j'avais à dire. Discuter pour être les premières places. Vous avez mentionné aussi le côté maritime, oui, la pêche, mais laissons quand même le soin de rappeler qu'au niveau du Moyen-Ogooué, nous avons un potentiel halieutique assez élevé. On ne va pas oublier le fait que l'Ambaréné, où passe l'Ogooué majoritairement, regorge quand même du poisson, la carpe qui est célébrée à l'échelle nationale. Comment donc, du moins, quelle est votre pensée par rapport à ce potentiel-là de l'Ambaréné? C'est vrai qu'on ne trouve pas seulement la carpe dans cette localité, mais déjà au moins, est-ce que ce serait un moyen pour le Moyen-Ogooué de se développer assez rapidement si ce secteur était encadré? Bien sûr que je vais encore prendre un autre exemple, celui du sang. Les Congolais viennent acheter le sang au niveau avec les femmes du Moyen-Ogooué. Ils vont transformer ça chez eux et revendre ça 2, 3, 4, 5 fois plus cher. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement au niveau de la pêche, c'est un peu l'anarchie aussi là-bas. Mais il y a des premières transformations quand même que nous, on peut faire. Parce que j'ai regardé un reportage récemment qui disait que les femmes prennent le poisson, elles achètent le poisson, elles prennent le poisson, elles achètent le poisson, elles paient les écailleurs, mais la plupart sont incapables de faire les premières transformations. C'est pas tout le monde qui fait les premières transformations. Les Congolaises viennent, et puis le truc, c'est que les Congolaises viennent, elles asphyxient le marché. Donc, moi, c'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement, mais on a aussi une part de responsabilité. Alors, c'est ce que j'avais un peu à dire par rapport au domaine halieutique. C'est un domaine qui est très négligé. C'est comme j'ai parlé du Japon. Le Japon n'a pas de matière première. Le Japon n'a jamais eu de pétrole dans ce sous-sol. Le Japon n'a jamais eu de manganèse. Le Japon n'a jamais exploité le bois. Le Japon, c'est le cerveau, c'est la technologie et c'est la pêche, c'est la mer. Nous, on a un domaine maritime très élevé. Je pense que c'est le deuxième après le Nigeria. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans notre domaine maritime? On fait qu'on a les côtes. On a l'hydraulique. Nous, on a un réseau hydraulique très dense, mais on n'arrive pas à dompter notre énergie. Quand on parle de souveraineté, c'est la capacité d'un État à dompter son énergie. On est traversé par l'équateur. Qu'est-ce qu'on fait de notre énergie solaire? On a les réseaux hydrauliques. Qu'est-ce qu'on fait de nos ponts? On est incapable de produire l'électricité. On peut prendre l'électricité dans un pays comment dirais-je, quand on parle des superficies, le Moyen-Ogooué, c'est la dernière province du Gabon. Mais si on intègre la Guinée équatoriale au Gabon, la Guinée équatoriale, c'est l'avant-dernière en termes de superficie. Comment une province, un pays qui est plus grand qui est plus petit qu'une province, va nous donner de l'électricité? Comment la Guinée équatoriale arrive à donner de l'électricité au moyen terme? Tu vois? Moi, c'est un peu ce que j'avais à ressortir, le domaine scientifique. Cheikh Anta Diop disait, armez-vous de science jusqu'aux dents et récupérez votre souveraineté. Ben, moi, c'est ce que j'avais à dire. Armez-vous de science jusqu'aux dents. Merci, Monsieur Mbelemba, pour cette brillante intervention. Je m'en vais là du côté de Monsieur Moukoula Henri. Je vais peut-être poser une question encore tranchante, mais il le faut parce que les Gabonais en ont marre à un moment donné, la jeunesse particulièrement. Nous avons mentionné peut-être ça superficiellement, ça fait quelques instants, le fléau du kunabélisme. Mais comment mettre un terme au kunabélisme et au clientélisme politique, sachant que nos aînés en ont largement usé et que ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Parce que là, on peut peut-être se retrouver dans une
reproduction, c'est-à-dire le kounabilisme mené par certains hommes politiques dans la province de Longounié va du moins se vivre de génération en génération, ce sera transmis comme un gène voilà, qui est peut-être transmissible dans l'air, mais comment mettre fin à cela une bonne fois pour toutes, quand bien même on sait que c'est un fléau de taille dans notre société gabonaise et particulièrement dans l'Angounier. Bon, déjà, s'il faudrait que je réponde à cette question, je vais la répondre de deux manières. La première manière est que la dernière élection référendaire concernant la nouvelle constitution adoptée par notre pays est un grand échec. Pourquoi? Parce que pour lutter contre le kounabélisme et le clientélisme, et, comment vous avez appelé ça là? Le clientélisme politique. Le clientélisme politique. Voilà. Il fallait mettre le droit de vote obligatoire en République gabonaise dans notre constitution qui vient à peine d'être adoptée. Ça devait permettre à un Gabonais normal de ne pas aller se mettre debout pour attendre un billet de 5 000 francs. Parce que c'est déjà une obligation. Regardez ce qui s'est passé lors de l'élection référendaire. Le taux de non-participation. Si c'était obligatoire, les gens devaient même aller voter bulletin nul. Au moins, ils devaient avoir un taux de participation à cette élection de plus, contrairement à ce qu'il y a eu le 16 novembre dernier. Et la deuxième façon de répondre à cette question, c'est de trouver aux jeunes de l'emploi. C'est tout. Un jeune qui a son travail, un jeune de Langounier particulièrement, qui sait que tous les matins, je quitte ma maison, je vais, par exemple, dans une entreprise structurée qui respecte les droits des travailleurs et qui a un salaire décent, ne peut plus accepter d'habiller un t-shirt pour une canette de jus, ne peut plus accepter d'habiller un t-shirt pour une canette de bière pour une maudite somme, permettez-moi l'expression, de 5 000 francs et un sandwich avec du saucisson poulet, permettez-moi d'appliquer, de préciser, et 2 ou 3 cornichons. Si un jeune Gabonais est déjà à l'abri, a déjà mis sa famille à l'abri de la peur et du besoin, pensez-vous que ce jeune-là va se lever pour dire que je suis un leader politique pour qu'il me remette 5 000, 10 000 et le soir aller au bar? Donc, voici de façon générale ce que je peux dire. Je ne le pense pas, Monsieur Moukoula Henri, je ne le pense pas et peut-être aucun Gabonais ne le pense. Voilà pourquoi, Monsieur Ikwara, peut-être vous pourrez aider les Gabonais qui se disent que le chômage est entretenu pour pouvoir captiver donc toute la population et garder dans le kounabélisme, parce que si on trouve le travail aujourd'hui, pourquoi aller assister encore au meeting? Est-ce que vous pouvez donc élucider ce mystère-là pour qu'un point sur la table puisse être résolu aujourd'hui? Alors, je pense que tout d'abord, c'est une question de choix, d'accord? C'est pas une question de travail. Et il faut se rappeler qu'un État ne peut pas donner du travail à tout le monde. Tout le monde qui va travailler à la fonction publique, d'accord? C'est-à-dire que des jeunes aussi, ils doivent prendre aussi leur destin en main. Vous avez des diplômes, vous avez des connaissances, vous avez des certifications, vous avez des aptitudes. Ne pas tout attendre aussi de l'État pour dire que non, l'État doit faire ceci, cela, cela. Vous pouvez mettre en place des activités, vous pouvez être créateur, créer votre entreprise pour pouvoir sortir de ce genre de situation. Je pense que le kounabélisme, c'est une mentalité, c'est un choix. Comme l'a si bien précisé mon très cher frère M. Moukoula Henri, ils vont pour la modique somme de 5 000 francs pour des morceaux de pain avec cornichons et saucissons. Je pense que c'est un choix parce qu'ils se disent que la journée elle est pointée et c'est pour avoir quelque chose en retour. Je pense que c'est un choix en fait. Si on sait que les raisons qui nous amènent, ça ne nous valorise pas, je ne pense pas que nous ferons de gaieté de cœur. Mais si on le fait, c'est parce qu'on trouve un intérêt à le faire. Et je pense que personne n'est contraint à le faire. Je pense que c'est une volonté personnelle. Maintenant, pour sortir, pour ne plus repartir dans ces méfaits, dans ces
cette habitude, il faut se poser la question à soi-même. Parce que quand je vais pour pointer ma journée pour un meeting pour 5 000 francs ou bien pour 10 000 francs, alors qu'est-ce que ça va m'apporter demain? Quelle est la plus-value pour demain? Est-ce que je contribue à l'avenir de demain en fait en faisant cela? Mais quand on va dans des meetings, ils sont nombreux dans des meetings avec les t-shirts, mais l'opinion internationale, l'opinion se dit que bon voilà, on est là pour cela. Ça ne change pas, ça ne valorise pas. Mais ce sont ces jeunes-là qui y vont. Ces jeunes-là qui voudront avoir du travail, qui veulent avoir du travail. Et s'ils ne prennent pas conscience eux-mêmes dans les situations auxquelles ils se trouvent, comment pouvons-nous sortir de ce genre de conabélisme? Comment pouvons-nous sortir de ce genre de conabélisme, justement, Monsieur Maître Ikwara? Mais vous parlez de créer des entreprises. Dans quelles conditions? Lorsqu'on sait que certains spéculent en disant que les dirigeants mettent les bâtons dans le cou pour les entrepreneurs gabonais ou pour les étrangers. Alors, dans tout ce conflit, très cher, avant il ne faut pas se fier aux ondits, d'accord? Il faut se fier aux preuves. Il ne faut pas spéculer parce qu'il y a des dires. Il y a plusieurs jeunes entrepreneurs qui ouvrent des PME et qui vivent de cela en fait. C'est-à-dire qu'ouvrir une entreprise, c'est pas. C'est-à-dire qu'une entreprise, il faut aller se faire enregistrer. Excusez-moi, il y a des bruits autour de moi. Il faudrait aller se faire enregistrer au niveau de l'ENE. Et voilà, ça, tout dépend du projet. Une entreprise, c'est-à-dire que la vente des habits, c'est une entreprise. Vous êtes vous-même votre patron, la vente des habits par exemple. Vous avez quoi? Vous avez le transport, le taxi. Vous achetez un taxi, deux taxis. C'est une petite entreprise qui est là. D'accord? Vous pouvez faire des services de livraison. C'est une mini-entreprise qui est là. Même sur le début, vous voulez au début, vous êtes obligé d'aller faire les tâches, de vous faire enregistrer pour pouvoir avoir des sous, pour pouvoir vous agrandir, pour pouvoir mieux vous préparer. Donc, on n'a pas forcément besoin de tout attendre. On va aller dans un secteur, par exemple, comme l'agriculture, par exemple. Si on prend juste l'agriculture, le simple fait de planter des tomates et du piment. C'est une source de revenus qui est là. Nous avons l'élevage, par exemple, l'élevage de poulets de chair ou bien pour les poules pondeuses. Je ne pense pas qu'avec un budget avec 1 million, 5 millions, on peut commencer pour ce projet-là. Même s'il faudrait faire des économies avant d'atteindre 1 million ou 2 millions. Je pense que tout, c'est une question de volonté. On ne peut pas tout impliquer au collectivisme ou bien impliquer à un quelconque État. Donc je pense que nous devons d'abord prendre nos propres responsabilités pour sortir de ce genre de vice. Merci, Maître Ikwara. Nous tendons déjà vers la fin de cet échange, mais nous n'allons pas terminer donc cet échange sans pour autant poser quand même une question cruciale avant de donner le mot de fin à chaque intervenant, à Monsieur Mukula Henri. Sur la question de l'agriculture, le maître Ikwara vient de le mentionner, quand même l'agriculture dans la province de Langounié, on se souvient des projets tels que Olam, ok d'accord, très critiqués, vraiment dans la province de Langounié majoritairement, les populations souffrent, on n'arrive plus à aller dans cette entreprise parce que certes le salaire il est quand même, bon il est minimum, on va pas se mentir, 150 000, parfois moins, parfois plus, mais pourquoi se tuer le corps lorsqu'on part, on travaille, l'argent qu'on gagne nous sert simplement à aller à l'hôpital et donc c'est fini alors qu'on a des charges à la maison, il y a des enfants et tout le reste. Alors comment donc restructurer cet échiquier d'agriculture dans la province de Langounié pour un essor concret? Bon, pour cette question déjà, il faudrait comprendre que vous avez mentionné Olam. Olam, s'il faut compter combien de personnes, combien de ressortissants de Langounié travaillent à Olam, je veux, sans mentir, sans m'abuser, je veux dire qu'il n'y a même pas 300 personnes qui sont à Olam direct, ressortissants de Langounié. Il y a eu beaucoup de sous-traitances gérées par des ressortissants camerounais, maliens, burkinabés, qui exploitent les Gabonais et qui sont payés à la performance, sans pourtant respecter le SMIC ou encore sans pourtant respecter même le droit du travailleur. Maintenant, comment faire pour restructurer l'agriculture au niveau de Langounié?
il faudrait comprendre que Angouni est une province avec une faune assez importante. Et si l'État gabonais se met au travail, et sérieusement au travail, je crois que l'Angounier peut être le bassin, sinon la mamelle de tout le Gabon à faire agriculture. Parce que dans l'Angounier, l'Angounier a une terre fertile, on peut planter, cultiver la banane, cultiver le manioc par le canal de tubercules, on peut cultiver la tomate, on peut cultiver le combo et tout le reste. Mais ça se cultive déjà au niveau de Mouila, par exemple, et au niveau des villes telles que Mandji, Fougamou, Ndende. Mais sauf que les personnes qui font cette agriculture-là le font juste pour permettre aux familles de manger le soir, ou encore le soir, pour ceux qui sont à Mouila, sortent le matin, le soir avec un panier de tubercules, et ça fait le carrefour des jeunes. Un Gabonais ou quelqu'un de normal qui est arrivé à Mouila, quelqu'un de province qui est arrivé à Mouila, par exemple, pour une circonstance, un décès ou une cérémonie, achète le panier de tubercules à 5 000 et la maman va à la maison acheter soit une boîte de mackerel, 1 kilo de riz et la famille a de quoi manger. Mais si le ministère de l'Agriculture s'assoit réellement et décide de créer une entreprise agricole au niveau de Mouila, pas ce qu'ils vont faire avec Onan, créer une entreprise agricole au niveau de Mouila qui produit toutes ces denrées alimentaires-là, je ne pense pas que le chômage va être comme il est actuellement à Mouila. Cette société agricole peut créer plus de 20 000 emplois au niveau de Mouila parce que l'agriculture est vaste. Et il y a des pays, même en Europe, qui ont basé leur économie que sur l'agriculture. C'est pourquoi nous, on peine à s'en sortir parce que quand vous arrivez à Mouila, au marché communal de Mouila, la banane qui vient le samedi, c'est la banane du Cameroun. Vous arrivez au marché communal de Mouila, le chou qui vient le samedi, c'est le chou du Cameroun. Au marché communal de Mouila, la tomate qui vient le samedi, c'est la tomate de Mouila. Et ça vient en quantité industrielle. Alors que si ce secteur-là, s'il est repris entièrement par l'État, entièrement par le ministère de l'Agriculture, les emplois seront créés et le Gabon tout entier pourra atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Merci. Merci, Monsieur Moukoula Henri. Et donc, je vais là donc passer pour le mot de fin de chaque intervenant, en commençant avec Monsieur Mbelemba. Donc, nous nous posons la question, est-ce que la jeunesse du Moyen-Ogooué est inconsciente ou peut-être insouciante face aux réalités que traverse la province? Et donc, quel serait donc votre mot adressé à cette jeunesse-là qui peut-être n'a plus d'espoir, qui peut-être pense qu'il n'y a plus rien à faire à l'échelle nationale et particulièrement au niveau du Moyen-Ogooué? Qu'est-ce que vous répondez aux interrogations de ces jeunes? Il y a eu un petit bug, j'ai pas bien compris la question, s'il vous plaît. Le peuple gabonais se pose majoritairement, il y a certains, même des jeunes qui se disent est-ce que les autres jeunes sont insouciants ou peut-être inconscients des réalités par lesquelles la province particulièrement du Moyen-Ogooué passe? Quel serait donc votre mot que vous adressez à cette jeunesse du Moyen-Ogooué qui a peut-être perdu tout espoir, qu'il n'y a plus rien à faire dans la province et vous, en tant que jeune, nous rappelons que nous sommes dans l'échange Lumière organisé par une jeunesse consciente. Quel serait votre mot face à cette jeunesse? Bon, je peux d'abord dire, qu'est-ce que je peux d'abord dire? Ce que je peux d'abord dire, c'est comment les jeunes là-bas se débrouillent, parce que là-bas, c'est plus d'activités comme le sable, la pêche, la chasse et tout. Alors, comment remobiliser cette jeunesse? Comment leur redonner la force de se lever le matin et de croire à un lendemain meilleur? Je pense qu'il faut, dans un premier temps, l'État a sa part de responsabilité. Parce que quand j'ai parlé d'une école, parce que je disais que moi, le Gouy, c'est une province un peu stratégique, c'est un peu le centre du Gabon. Les gens peuvent venir du nord, du sud-est, du sud-ouest, du nord-ouest pour rallier le Moyen-Ogooué. Donc,
mettre une école, un peu comme Comilog, comme ça c'est fait dans le Haut-Togo, une école un peu professionnelle. Je pense que ça aura un grand apport par rapport à. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, mais le manganèse exploité dans le Moyen-Ogooué, avec par les Chinois et tout, on peut créer des écoles un peu comme ça. Des écoles sur. Parce que par exemple, aujourd'hui, le Gabon fait des barres de silice à base de manganèse. Donc, on arrive déjà à transformer un peu le manganèse. Est-ce qu'on peut pas ouvrir d'autres écoles comme Comilog à l'intérieur du pays, notamment dans le Moyen-Orient? Moi, je pense que ça va beaucoup aider. Ça va beaucoup aider les jeunes à se mobiliser, à se remettre en question. Des centres professionnels qui sont plus adaptés aux besoins des locaux. Donc, moi, c'est un peu ce que j'avais à dire. Donc, il y a l'État qui a sa part des choses à faire, mais aussi cette jeunesse-là qui est un peu en perdition. Après, vous avez parlé du Kounabéisme. Le Kounabéisme, c'est pas seulement au Gabon. Parce qu'on a vu le président, il a fait des tournées, il était en France. En France, il a distribué les 200 euros aussi. Il était au Sénégal, il a distribué de l'argent. Il est aux États-Unis, il a fait la même chose. C'est pas seulement au Gabon. Beaucoup de personnes ne le disent pas assez, mais c'est pas seulement au Gabon. Le Gabonais qui est au Gabon, c'est lui qui va voyager demain pour aller aux États-Unis, au Canada. Moi, je crois que c'est plus une question d'ordre d'éthique, d'éducation. C'est plus une question d'éducation, ce qui fait que un enfant bien éduqué ne va pas, comment dirais-je, il n'a pas cette facilité à prendre l'argent facile, il n'a pas cette facilité à faire le spectacle, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le spectacle, on est plus dans l'émotion, le président, il fait son spectacle, les populations aussi, chacun est dans son jeu. Moi, c'est un peu ce que j'avais à dire comme mot de fin. La création d'une école un peu comme Communauté, et aussi d'un autre côté, la jeunesse qui peut se remobiliser. Donc, enlever les facteurs âge. L'âge, ça dérange un peu beaucoup. Parce qu'on a eu 14 ans de perdition. Si on met encore les âges, c'est un peu compliqué. C'est ça vraiment compliqué pour beaucoup vont se sentir exclus. Moi, je pense que l'âge, c'est plus exclusion. Il ne faut pas mettre des limites. Si quelqu'un se sent encore euh, psychologiquement, intellectuellement encore au point, essayer d'aller à l'école, essayer de faire les concours. Donc, c'est un peu ce que moi j'avais à dire comme mot de fin. Merci, Monsieur Mbelimba. Nous allons prendre le maître Ikwara qui va peut-être donner son mot de fin. En face de la jeunesse, maître Ikwara, qu'est-ce que vous avez à dire concrètement et pour non seulement le compte de la province de Langounier, mais de façon générale au Gabon? D'accord, très cher modérateur, je vous remercie une fois de plus de m'accorder la parole. Donc, pour ce mot de fin, je dirais juste à la jeunesse de se former, de prendre son destin en main et je demande aux jeunes de Langounier de vraiment se former, de savoir ce qu'ils veulent, ne plus faire du suivisme. D'accord? Donc, c'est tout ce que je veux dire pour mon mot de fin. Et je vous remercie pour cet échange qui a été très instructif. Sur ce, je vous remercie et excellente soirée chez vous. Au revoir. Merci, merci, maître Ikwara. Et le dernier mot de fin sera donc adressé par Monsieur Mukula Henri. Face à la jeunesse, qu'est-ce que vous direz? Bon, déjà, avant de clôturer ce bel échange, j'aimerais déjà remercier les organisateurs de cet échange national. C'est une très bonne initiative. Maintenant, un mot de fin à l'endroit de la jeunesse de Langounier et du Gabon tout entier. J'aimerais demander aux jeunes de s'intéresser à la vie politique de notre pays, parce que c'est important. Nous avons longtemps dit que la politique ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans la politique. Et on a vu jusqu'où ça a mené notre pays. Et si en tant que jeune, on se désintéresse de la politique, on vend d'une part notre pays. Parce que ces personnes-là qui ont fait confiance ne sont peut-être pas là pour l'intérêt général. C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse de Langounier, la jeunesse du Moyen-Ogooué et la jeunesse du Gabon tout entier de s'intéresser à la chose politique
pour permettre de faire bouger les lignes, pour permettre de faire changer les choses, pour permettre d'avoir une démocratie forte. Sur ce, bonne soirée à vous et félicitations encore pour cette initiative d'échange national. Merci. Merci à tous nos intervenants. C'est ainsi que nous bouclons donc la séance d'aujourd'hui. On rappelle qu'on était avec le G3 et le G4, donc le Moyen-Ogooué et l'Angounié, sur le thème Ngounié Mater, pour te redonner ton éclat. Idem pour le Moyen-Ogooué, avec les intervenants, donc Monsieur Ivan Omane Ikwara, Monsieur Ella Landrimba, Monsieur Henri Bertrand Mkoula Mombana. Nous rappelons que mercredi, nous poursuivons nos échanges avec la province donc de la Nyanga. Nos intervenants sont mobilisés et nous rappelons que c'est pour le bien de toute la nation. Suivons le programme avec beaucoup de minutie et nous souhaitons donc une bonne soirée à tout le monde. Les patriotes gabonais sont un mouvement de jeunes gabonais désireux de reprendre en main la politique de leur pays et en proclamant